Bonjour à tous, pas de revue de presse ce matin, mais un invité, Harold Bernat, professeur de philosophie au lycée Montesquieu à Bordeaux. Bonjour Harold. Bonjour Alexis Poulain. Alors, vous êtes à la fois professeur de philosophie, mais aussi très engagé dans la lutte pour essayer d'arrêter le système Macron, ce qu'il représente, ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous pensez de ce moment que nous vivons où ministres, présidents, députés ne peuvent plus se rendre sur le territoire sans être accompagnés d'un concert de casseroles? Alors accompagné d'un concert de casseroles et puis d'actions policières très étonnantes, hein. Il y a pas moins de 3 heures à l'INSPE de Lyon, il y a eu un envahissement et un manifestant qui tapait sur une casserole a été accusé dans la rue par des CRS de dégrader, de faire des dégradations et à ce titre, il était amendable et donc contrôle d'identité, papier, nassage, blocage dans la rue, tout ça parce qu'il tapait sur une casserole. Voilà, on en est là quoi donc Alors, il y a le ridicule. On voit cette scène qui est filmée où le CRS prend le couvercle et dit je m'en fous, vous l'embarquez pour dégradation alors qu'il n'a rien fait. On le voit là. c'est Dans ça. ce moment, la chance finalement, le moment d'éducation populaire, c'est de dévoiler le ridicule du moment Macron, c'est-à-dire un président très mal élu avec une légitimité non populaire, une non-majorité et un moment de blocage absolu du fait des institutions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent dans l'histoire politique de la cinquième ou même dans l'histoire politique française? Bah, dans l'histoire politique française, le charivari, on revient à des formes de contestation qui remontent finalement à 1848, hein. On est au milieu du 19e siècle. C'est d'ailleurs très intéressant de voir ce parallèle historique parce que il y a des régressions sociales avec Macron, hein, le travail à la tâche en particulier, l'uberisation de la société. Et finalement, mais on retrouve aussi des modes de contestation qui nous ramènent au 19e. Donc je crois que là, il y a une sorte de pont qui s'établit entre le présent et le passé, politiquement. On y reviendra probablement sur la question de la République sociale, à mon avis. Et c'est pas du tout anecdotique de voir ces pratiques-là. Hmm. Ce qui est très intéressant, c'est que de toute façon, et ça on le sait aujourd'hui dans le mouvement social, le pur rapport de force et de violence est voulu par Macron. Hein, j'étais dans le Tarn ce week-end pour une manifestation contre l'A69, à l'autoroute entre Castres et Toulouse, et il y avait une certaine, comment dire, hébétude des forces de l'ordre de voir au fond que ça se passait très bien. Et Hmm. quand ça se passe bien, quand ça se passe bien et que c'est massif, bah, il y a une sorte d'impasse, quoi. Ce qui est tragique dans notre situation, c'est que d'une certaine façon, on a l'impression, et c'est très cynique, hein, que Emmanuel Macron cherche la violence, il cherche la confrontation pour pouvoir justifier d'une violence en retour. Hmm. Et ça, je trouve que c'est d'une irresponsabilité absolue, quoi. Bah, c'est dangereux, ça a déjà fait beaucoup de victimes pendant les Gilets jaunes, des personnes qui ont été mutilées à vie, qui ont perdu un œil, une main, un pied, ou la vie. Je pense à Steve pendant la fête de la musique, un moment festif gâché par cette surviolence policière. Emmanuel Macron a donné une interview aux Parisiens, aux lecteurs du Parisien, expliquant qu'il récusait le terme de violence policière, évidemment. Or, on voit bien que sans cette violence d'État voulue, et pas seulement policière, mais réellement répression voulue par Macron, est-ce qu'il pourrait tenir? Moi, je suis absolument convaincu que s'il n'y avait pas cette violence policière, il ne tiendrait pas. Mhm. La violence en question, contrairement à ce qu'il dit dans le Parisien, n'est pas le fait d'individus isolés. Il y a une stratégie, hein, et cette stratégie, elle n'est pas simplement. Alors évidemment, la partie euh, immergée de l'iceberg, c'est les CRS, la police, la Bravem, etc. Mais il faut voir que dans l'institution, et je suis dans l'institution, il y a eu, et en particulier, on y reviendra avec le Blanquer et on n'est pas sorti d'ailleurs de ce moment, hein, une répression administrative féroce, 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 féroce. Et la caporalisation, l'instrumentalisation des menaces, des intimidations fait partie de l'ensemble du dispositif. Donc il y Mhm. a d'un côté, c'est vrai, ce qu'on peut appeler les violences policières, qui sont, je dirais, la partie immergée, mais il y a toute une réorientation de l'État qui n'est pas du tout au service de l'intérêt général des communs, mais d'une politique qui ne transige plus Oui, et qui est avec dans un rapport de force.
la justice qui est instrumentalisée politiquement avec les procureurs qui vont remettre sur la table le délit d'offense et d'injure au président de la République qui avait Ouais. été rayé depuis la loi de 1881 puisqu'il y a ces 3 manifestants à Strasbourg qui vont être jugés en septembre pour avoir insulté et fait des doigts d'honneur au président de la République. Donc on est là aussi dans une justice féroce de classe avec ces gardes à vue immédiates, ces nasses géantes et puis derrière des juges qui font un travail d'intimidation, de fichage des opposants pour empêcher finalement une lutte qui s'organiserait. Bah, ça montre, alors on peut le voir de deux façons. Un, le renforcement de cette dérive autoritariste du pouvoir macroniste, mais à la fois c'est un aveu de faiblesse extraordinaire. Mmh. Parce que quand on en vient à interdire des casseroles, des bruits, des marionnettes, des chars de carnaval à l'effigie de Macron, on a vu ça également. Bon, lorsqu'on en est là, ça montre quand même un pouvoir aux abois. C'est quand même terrifiant. Mmh. Un pouvoir qui ne peut plus supporter la moindre contestation fait aveu de faiblesse. Et on est dans ce moment-là, et je pense que chez beaucoup de militants et d'activistes et de gens qui sont engagés dans le combat politique contre l'ensemble du dispositif macroniste, il y a une compréhension de ce fait-là. Et il y a un jeu ironique et satirique pour précipiter le vide et le renvoyer à ce qu'il est, c'est-à-dire un rapport de force. Hein, en particulier, moi je crois qu'il y a un point qui est très intéressant à distinguer, on en a parlé ce week-end à Castres et à Saïs, c'est le rapport entre pouvoir et violence. Mmh. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, le pouvoir, c'est pas la violence. La violence, c'est l'échec. La violence, c'est l'échec du pouvoir. C'est quand le pouvoir, justement, ne peut plus faire valoir sa légitimité qu'il utilise la violence. Et on est en réalité dans ce moment-là. On est dans Mmh. un moment où le pouvoir devenu illégitime ne peut plus reposer que sur la violence. C'est un immense échec. Hannah Arendt, Sur la violence, expliquait très bien. En gros, la violence, c'est un contre tous. Le pouvoir, c'est tous contre un. Et le pouvoir, au sens justement de l'imperium, du pouvoir d'affirmer la puissance populaire, aujourd'hui, affirme contre Macron. C'est ça que l'on voit dans nos Mmh. manifestations. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, Le néant et le politique, critique de l'avènement Macron, qui justement explique la fausseté de ce président qu'on nous présentait comme un génie de la philosophie, un Mozart de la finance, etc. etc. On a vu pendant 5 ans le résultat, une politique ultra-violente avec un agenda qu'il essayait de dérouler malgré les crises successives. Il a néanmoins été réélu. Comment vous expliquez cette réélection et comment vous définissez ce néant qu'incarne Emmanuel Macron? Tout le travail que j'ai fait, il prend son origine, il y a quand même un moment, ça fait maintenant presque 8 ans, lorsque j'ai vu monter la fabrication de Macron, un philosophe en politique. Je me souviens très bien d'un numéro du 1, qui doit dater de 2015-2016, où il est question de cette construction-là. Avec cette phrase qui était mise en exergue de Macron, je crois à l'idéologie politique, c'est une construction intellectuelle qui éclaire le réel. Et donc, pour nous vendre finalement un néolibéralisme violent, brutal, il fallait l'enrobage culturel. Il fallait cette légitimité culturelle justement de la bourgeoisie française. Et Mmh. ça a été toute la stratégie. Au fond, Macron, c'est la bonne personne au bon moment. Dans un moment de vide et de délabrement des partis politiques traditionnels, il a réussi à fédérer cette bourgeoisie culturelle qui aujourd'hui est virulente en fait, est très très violente et qui est prête à soutenir des actions très très brutales. On parle à ce sujet de bourgeoisie barbarisée. C'est cette bourgeoisie apeurée, prête à utiliser la troupe. Au moment des Gilets jaunes, on entendait un autre professeur qui disait que mais qu'attendent-ils pour envoyer l'armée. Aujourd'hui, on a des philosophes de plateau qui sont en réalité des battleurs comme Raphaël Enthoven, qui est en train d'expliquer que la démocratie, c'est pas la démocratie et que c'est comme ça. Il y a quand même une organisation de cette férocité bourgeoise très bien tenue par les chaînes d'oligarques, avec ces chiens de garde, comme on les appelle, qui sont là pour expliquer qu'Emmanuel Macron a raison et que les violents, ce ne sont pas les policiers aux ordres et les ordres qui viennent d'en haut, mais les manifestants qui, le plus souvent, quand ils avaient été mutilés lors des Gilets jaunes, n'étaient pas violents. Oui, oui. On assiste, c'est assez incroyable. C'est-à-dire le discours d'Enthoven au fond, sur la démocratie, c'est un discours qui est absolument légaliste. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un hyper-légalisme
en rejetant toutes les formes de manifestations démocratiques qui échappent à la légitimité telle qu'elle est proposée par Emmanuel Macron. C'est fou qu'un soi-disant philosophe n'arrive pas à faire la distinction entre le légal et le légitime. Mmh. C'est incroyable. Et avec un argument qui est très présent, c'est s'il y a des arrestations, s'il y a des violences qui ne sont pas reconnues comme des violences policières, c'est qu'au fond, avec ce raisonnement simpliste, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mmh. C'est-à-dire ne manifestez pas et il n'y aura pas de violence. Ne vous opposez pas et il n'y aura pas de problème. Faites passer le bac sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, ne faites pas grève et il n'y aura pas de problème. S'il y a un problème, c'est qu'au fond, vous savez très bien que vous n'êtes pas dans les clous. Mmh. Donc véritablement, il y a un renversement, une rhétorique du renversement de la culpabilité qu'on a eu, nous, dans l'éducation nationale. Vous savez très bien, au fond, que vous n'êtes pas exactement à l'endroit où vous devriez être. Et à partir de là, à vous d'intérioriser le fait que la sanction qui va vous tomber dessus, elle est tout à fait légitime puisqu'elle est légale. Mmh. Hein, C'est voilà. Et C'était la sortie de ce membre de la Bravem ou CRS qui disait à une manifestante tant pis pour la démocratie lors d'une nage géante, alors qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter touristes, badauds, piétons et gens en terrasse lors des premières manifestations après le 49-3. Quels sont aujourd'hui les recours finalement pour les Français qui sont majoritairement contre cette réforme des retraites, contre la politique d'Emmanuel Macron, parce que ce légalisme fait que lui continue de s'entêter en disant qu'il a été élu, il a donc légitimité pour dérouler ses réformes et que tous ceux qui iraient contre seraient des séditieux, voire des dangereux terroristes comme les éco-terroristes de Sainte-Soline. l'énorme difficulté qu'on a, on l'a vu depuis le début, depuis le 19 janvier, moi et d'autres, on a tout de suite senti que de toute façon, même avec 2 millions de personnes dans la rue, ils ne céderaient pas. Ça, Ouais. la trajectoire, on la connaissait. Après, je ne dis pas évidemment que ces manifestations sont inutiles, loin de là, parce que dans ces manifestations, on fait du commun, on se fédère, on crée du collectif et on crée de la force. Justement, cet impérium, ce pouvoir justement qui vient de la légitimité sociale, on le construit aussi dans ces manifestations, mais on savait très bien dès le début, de toute façon, que ça ne mènerait pas à une victoire, en tout cas sous cette forme-là. Mmh. Alors le problème ensuite, c'est la construction d'un autre type de rapport de force, et ça demande deux choses. Ça demande d'abord un niveau d'engagement chez les militants qui n'est pas facile. On vient pas tous on n'a pas tous la même formation, on n'a pas tous la même histoire, on n'est pas tous dans nos vies au même moment. Donc ça, c'est une première difficulté. On sait qu'il faut passer à un autre mode d'action, plus cohérent par rapport à la brutalité du pouvoir qu'on a en face. Et deux, on est obligé aussi de construire notre propre légitimité. C'est-à-dire, c'est pas simplement agir, c'est construire la légitimité de nos actions. Et Mmh. ça suppose des AG, ça suppose une construction depuis la base sociale qui devrait être portée par les syndicats. Je dirais historiquement, c'est le travail du syndicalisme de combat, mais qui n'est plus un syndicalisme de combat, qui est un syndicalisme d'accompagnement ou de cogestion, qui a perdu un petit peu, en grande partie, ces réflexes-là. C'est-à-dire, c'est un syndicalisme qui n'était pas habitué à soutenir la lutte sociale. Mmh. Nous, on l'a vu en 2019 quand on a fait la grève, la grève lors du bac, justement, on y reviendra, du bac Blanquer. Bon, des syndicats majoritaires de l'éducation nationale ou dits représentatifs n'étaient pas du tout favorables à cette grève. Pas du tout. Mmh. Mais parce qu'ils n'avaient pas compris que si on ne faisait pas ça, alors on n'a pas gagné en tout cas sur le coup, mais on a construit des collectifs et on a montré un niveau de résistance qui était inédit depuis des décennies et qui a fait faire des fautes à Blanquer d'ailleurs, puisque Blanquer a inventé des notes de philosophie, il y a eu des barbouzeries, enfin bref, des menaces, des sanctions absurdes. Donc tout ça les a poussés à la faute aussi. Mmh. Mais ça suppose la construction d'une légitimité. Et le troisième point, c'est que c'est fatigant, c'est difficile. On fait ça avec des syndiqués. Moi, j'ai coutume de dire, on est plus dans une intersyndiquée que dans une intersyndicale. C'est-à-dire l'intersyndicale, elle est de représentation nationale, mais sur la base sociale, c'est plus c'est fait un peu de briques et de broc. C'est une très belle puissance démocratique, mais qui est difficile parce que on a nos familles, nos différents métiers. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être le fait de syndicalistes professionnels. Donc, ça demande un soutien. Et là, il me semble que les partis politiques qui, je dirais, se prétendent des partis d'opposition devraient beaucoup plus soutenir et comprendre et articuler tout ça. C'est-à-dire il nous manque des liens. Alors, il ne s'agit pas de dire que le politique doit remplacer le syndicalisme, mais il y a des articulations. On ne peut pas penser qu'on va battre Macron dans la sphère spectaculaire marchande
en se détournant de la compréhension profonde de ce qui se passe dans la base sociale et en pensant en tirer les fruits. Parce que ça ne marchera pas. On est en train de construire autre chose, c'est très lent, mais il y a des enseignements à tirer de ça, quoi. Enfin, j'ai essayé de Mais brosser un peu rapidement le problème. le problème, alors, il y a à la fois ces syndicats qui ont perdu la culture de la lutte et de l'action militante. Alors, c'est en train de revenir un peu avec les Oui, mises hors tension, avec oui, quand oui, même tout à fait. une base qui commence à revivre. Et puis, le problème politique, est-ce que c'est pas celui aussi de ce clivage permanent entre la gauche, la gauche morale, l'extrême droite, et attention de jamais faire une alliance entre des gens qui pourtant sont dans la rue en même temps, même si Marine Le Pen se garde bien d'aller en manifestation, il y a pourtant des gens du RN qui sont en manifestation, et de dire attention là, on ne peut pas toucher à ces gens-là, on ne doit pas se parler, on ne doit rien faire, et il y a là l'impossibilité de créer un momentum et une force politique suffisante, ou du moins populaire suffisante, pour arrêter le projet néolibéral autoritaire. Ben, parce qu'on a construit ces oppositions politiques. Alors, il y a évidemment des oppositions politiques réelles, c'est indéniable, mais une très grande partie de cette opposition est fictive. En fait, elle est construite comme des modes d'identification qui permettent justement le jeu électoral. Donc, le jeu électoral, depuis des décennies, s'est structuré sur ces oppositions et on est victime, en fait, de cette structuration. Au lieu de refaire de la politique depuis la base véritablement, la base sociale de nos mouvements. Alors, c'est quoi la République sociale? Qu'est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on peut à la fois attaquer violemment l'État et défendre les services publics? Est-ce qu'on peut s'opposer à un projet autoroutier sans soutenir aussi des gens engagés juridiquement et qui sont capables, dans le droit, de traduire ce qu'est, par exemple, la raison impérative d'intérêt public? C'est des concepts juridiques qui sont en train d'être créés. On en parlait ce week-end à Saïs. Donc, il faut faire ça. La souveraineté, c'est pareil. Oui, on défend l'impérium, le pouvoir du peuple. Ça suppose de la souveraineté. Cette souveraineté, est-ce qu'elle est nationale? Bon, j'ai du mal à penser une souveraineté, en tout cas dans notre schéma politique, qui ne le soit pas. Souveraineté nationale, ça veut dire poser la question de l'Union européenne. Absolument. Donc, alors, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le Frexit? Est-ce que c'est un référendum? Bon, alors, il faut qu'on ait le courage, je crois, d'aborder ces questions-là. Et on verra qu'il y a des croisements entre des hommes et des femmes qui sont justement pour cette souveraineté populaire, pour cette démocratie, qui suppose de l'institution quand même, et un raisonnement plus international. Moi, j'entends un certain nombre de gens dire, oui, mais si vous défendez au fond la souveraineté populaire à la Rousseau, vous n'êtes plus internationaliste. Mais c'est Mhm. absurde. On ne peut pas être internationaliste s'il n'y a pas de nation. Vous voyez. Donc, et tout ça, finalement, on en parle très peu. Mhm. Moi, j'ai une petite anecdote qui est un peu cruelle d'une certaine façon et qui m'a fait beaucoup réfléchir. La défaite de la majorité, comment dire, la présentation du livre, hein, Unité indivisible de la République. Voilà, Unité indivisible de la République, Première République. Et j'avais mis ça sur un groupe très actif d'ailleurs dans l'éducation nationale. Et une militante que j'apprécie au demeurant me dit mais c'est quand même pas un petit peu du Front National? Mais on marche sur la tête. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? On Ouais, marche ouais. sur la tête. C'est-à-dire quelqu'un qui est actif, qui se bat, qui a quand même une conscience du niveau d'adversité qu'il faut mettre en face de Macron sur un des symboles absolument fondateurs de notre République et notre République sociale, et pas la République bourgeoise, hein, une République qui tend justement la res publica, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on se défend, les communs, hein, l'intérêt général, eh bien, tout de suite, il y a un étiquetage qui est tout de même assez absurde. Alors, Mhm. quand on en parle, après, les choses se déplacent, mais il y a une grande, grande méfiance. Voilà. Ouais. Et il faut absolument qu'on dépasse cette méfiance. Et Macron le sait, tout ça. Hein. Les macronistes le savent et ils jouent, ils tirent des petites ficelles. Moi, j'ai été sidéré de voir tous ces politicards macronistes divisés pour mieux régner dans l'hémicycle lors du vote, enfin retardé et qui n'a finalement pas eu lieu, des retraites. Ils Ouais. se comportent comme les pires politicards qu'on ait jamais eus. Aurore Berger, c'est horrible, quoi, du point de Mhm. vue de la nullité à la fois des contenus et de la stratégie politicarde, c'est un sommet. Pour quelqu'un qui disait dépasser
hein, la politique à l'ancienne, on est retourné vraiment au plus bas, quoi. Ouais, au plus bas, et on a affaire à quand même des affairistes traîtres de chaque parti, donc effectivement, c'est pas la crème de la crème. Il y a dans cette incompréhension aussi une dépolitisation croissante, hein, des populations, le fait de ne pas s'intéresser à la chose publique, le fait de ne pas exercer son droit de vote, souvent l'abstention qui est énorme parce que l'offre, évidemment, est une offre bourgeoise qui correspond pas forcément à ce qu'on voudrait. Et il y a aussi cette difficulté à dépasser les cadres. Vous parliez de souveraineté nationale. Pour beaucoup, ça reste un tabou. L'Union européenne reste un thème tabou de beaucoup de partis, malheureusement. Et tous ces axes empêchent l'émergence d'un peuple politique. Qu'est-ce que, au-delà du moment d'éducation populaire que nous vivons, peut arriver pour arriver à une réelle démocratie? Et qu'est-ce que c'est finalement que la démocratie? Bah, d'abord, moi, pour moi, la démocratie ne se fait pas sans institutions. Moi, je retiens très souvent la très belle définition de Cornelius Castoriadis, hein, qu'on ne peut pas taxer d'extrême droite, qui dit la démocratie ou le politique, parce qu'il pense que les deux sont totalement liés, hein, il n'y a pas de politique sans démocratie, au sens d'une institution lucide de la société par elle-même. Alors, j'essaie de reprendre rapidement les termes. Institution, c'est-à-dire qu'il faut poser quelque chose. Il faut instituer, il faut créer des cadres. On ne peut pas revendiquer la démocratie sans avoir en tête les cadres qui pourront nous permettre de l'exercer, cette démocratie. Je ne crois pas, enfin en tout cas je crois au spontanéisme démocratique dans des manifestations de résistance, hein, ou de sbeul, puisque le terme est au goût du jour, mais je ne crois pas à la sbeulocratie. Hmm. La sbeulocratie, elle servira toujours le parti de l'ordre qui dira de toute façon, à part taper sur les casseroles, etc., vous ne proposez rien. Donc il faut quand même qu'on ait cette volonté et cette puissance d'instituer. C'est pas Mhm. contradictoire avec l'opposition frontale telle qu'on la connaît, mais il faut qu'on ait ça en tête. Lucide, ben, lucide, Lux, c'est la lumière. Donc il faut qu'on accepte aussi de se mettre à table et de se dire qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous oppose peut-être, qu'est-ce qu'on peut, voilà, comment on peut construire tout ça, et en faisant des constats les plus, je dirais, les plus courageux possibles. Voilà. Et par Mhm. elle-même, bien, ça vient de nous tous. Moi, je suis toujours étonné quand on fait des débats ou quand on a des AG, dire mais quelle est votre solution? Mais moi, j'ai pas de solution. Enfin, je participe à un mouvement d'ensemble avec d'autres, avec vous. On participe à quelque chose. On ne sait pas trop où ça ira, mais cette auto-inventivité de la démocratie, il faut l'accepter. Sinon, Mhm. on attend des chefs qui vont nous donner une direction, mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est Macron. Oui, Macron qui fait le Conseil national de la refondation pour faire du blabla, le grand débat qui était le vol de la parole publique, les cahiers de doléances qui ont été enterrés, hein, au sous-sol de la Bibliothèque nationale de France. Systématiquement, il y a cet apparat, ce décor de démocratie qui n'en est pas une, pas réelle, puisque finalement, si on écoute les légalistes, il suffit simplement d'être élu avec une base très légère du socle de votants pour ensuite faire ce qu'on veut avec de très faibles contre-pouvoirs pendant 5 ans. Que penser aussi à ce moment-là du Conseil constitutionnel et de ses choix, de ses arbitrages? Est-ce qu'il y a là aussi une faillite des institutions, puisqu'on parlait d'organisation? Est-ce qu'il faut revoir tout de fond en comble sur l'organisation et passer très vite à une sixième république? Bah, moi, je pense que la preuve a été faite que cette constitution donne des outils à une poignée d'hommes pour faire à peu près ce qu'ils veulent, quoi. Hmm. Et on peut presque se dire, mais pourquoi pas passer la retraite à 67 ans? Enfin, je veux dire, s'ils ont les moyens, ou 70, quoi, s'ils ont les moyens aujourd'hui de faire passer ce qu'ils veulent. Hein, Hmm. et au moment d'ailleurs, c'est là qu'on n'est plus du tout dans le politique, puisque au moment de faire ce vote qui aurait pu être gagné ou perdu dans un sens et dans l'autre, il y a le refus. Et ce choix est terrible, c'est-à-dire le choix du 49-3 pour ne pas aller au vote, c'est-à-dire ne pas prendre le risque de perdre, ne pas prendre le risque de la démocratie, c'est terrifiant. Et je Hmm. pense que là, vraiment, la Ve République a été définitivement, je dirais, enterrée. Elle était, à mon avis, dans un coma aggravé après le pass sanitaire, hein. Janvier 2021, c'était déjà grave. Mais là, bon, c'est fini, quoi. Donc on est là, on est dans un état un peu d'attente, bon, et de reconstruction. Mais je crois que oui, il faudra passer par un changement de constitution, ça c'est certain, et donner véritablement des contre-pouvoirs et un pouvoir tout court. Parce Hmm. que dire, pour ceux qui défendent la cinquième vont dire, au fond, c'est une question d'homme. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un niveau d'affairisme et de corruption tel qu'on aura toujours des individus comme Macron pour utiliser ces institutions contre le peuple.
Donc, c'est le cadre qu'il faut changer. Là, on a un problème. Mmh. Et on a une demande aussi qui vient de la base sociale. Je crois que moi, j'ai des élèves de 18, 20 ans, le 49.3, ils ne comprennent pas. Mmh. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Alors, au-delà de ça, vous avez été un des pourfendeurs du pass vaccinal que vous avez fait pass vaccinal de la honte, une des rares voix à s'élever contre cette mesure inique de bouc émissaire. Qu'attendre finalement d'un peuple qui a accepté ça sans broncher, quasiment sans broncher? Alors, c'est un sujet qui est central, à mon avis, qui est un peu dans l'ombre parce qu'on ne veut pas diviser, et ce que je comprends aussi. Hein. Moi, j'ai beaucoup de retours. Oui, mais regardez ce qui s'est passé. De toute façon, c'est trop tard, c'est perdu. Bon. Moi, je ne suis pas dans cette logique de la défaite au sens strict. Même, je théorise la défaite de la majorité, mais pour qu'on gagne. Enfin, bon, ce que je veux, c'est quand même la victoire au bout du bout. Mmh. Et je crois que si on insiste trop sur toutes ces divisions, on va perdre le fil. Je crois qu'il y a eu un état de stupeur. Cette gestion calamiteuse du Covid en termes de privation des libertés publiques a été violente, elle a été brutale et elle a été sidérante. Je crois qu'on n'est pas exactement, en tout cas dans la prise de conscience, il y a eu une évolution des Français et il faut voir les choses de façon dynamique. À mon avis, il y a eu des déplacements et je crois que certains Français qui ont pu accepter vaguement ou de loin le pass vaccinal ont compris peut-être que, enfin, ce qui s'était joué là-dedans en termes d'ingénierie sociale. Bon, par contre, il est certain qu'il faut absolument tirer les leçons de ça. Mmh. Moi, j'ai beaucoup d'amis à la CGT, en particulier à la CGT Éduc, mais les discussions qu'on a eues à l'époque, en 2020, 2021 surtout, c'était on ne parle pas du pass vaccinal parce que c'est clivant. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce que quand on parle de dépolitisation, c'est Ouais, justement ça c'est pour moi la exactement ça. dépolitisation. Eh oui, c'est refuser le sujet clivant en ayant peur d'être étiqueté du mauvais côté. Mmh. Parce Bah, que dans le jeu électoral, si on est étiqueté du mauvais côté, on bascule et voilà. c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui avec les fact-checkers et l'accusation facile de complotisme systématique. J'en ai fait les frais alors que je fais pas de fake news. Mais le fait de poser des questions, de remettre en cause les chiffres, d'aller chercher sur les réalités, vous fait pencher immédiatement dans le camp de l'intouchable. On est quasiment en Inde, c'est une caste. À partir de ce moment-là, vous avez les nouveaux chiens de garde, ces fact-checkers qui sont là pour vous expliquer que vous n'avez pas le droit de parler et de dire ce que vous voulez, ou même de publier ce que vous voulez. Il y a effectivement ce moment-là qui est un moment de sidération, qui est un moment historique. On est en train d'y revenir et heureusement, ça fait son chemin. Mais est-ce que de sanitaire à sécuritaire, on va pas retrouver finalement les mêmes réflexes et on va nous vendre des mesures de contrôle social, de crédit social, tout simplement pour le bien-être et la sécurité avec ces caméras algorithmiques qui arrivent, ces drones de surveillance qui vont arriver en manifestation, à bas bruit, l'État policier avance, le contrôle des populations avance, et là, je vois pas non plus d'opposition politique s'ancrer et trouver les moyens d'arrêter ce tapis qui se déroule. Ouais, c'est certain. Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois cette crise politique, mais il y a un problème aussi anthropologique, c'est-à-dire quel type d'homme on veut défendre. Mmh. Qu'est-ce qu'on défend? C'est très étonnant parce qu'en 2012, quand j'avais publié Vieux Réac, faut-il s'adapter à tout? Hein, bon, et j'étais passé chez Noudelman, qui on avait discuté 9 minutes, enfin 10 minutes, c'est le journal de la philosophie. Et à la fin, il m'avait posé cette question, il m'a dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il faut défendre dans tout ça? Pourquoi vous critiquez? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui avais dit, bah, il faut défendre l'homme. C'est-à-dire, c'est un humanisme critique. Moi, ce que je Mmh. défends, c'est l'homme. Chat GPT ou je sais pas quoi, là, ça m'intéresse pas. Je suis professeur et même les élèves, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Je leur ai dit, il faut que vous ayez honte, quoi, d'utiliser ce genre de choses. Puisque si vous utilisez ce genre de choses, vous êtes en train de vous nier vous-même. Mmh. C'est un peu l'intellectuel qui se nie, quoi. C'est l'homme qui se nie lui-même. Donc, c'est pas possible. Il faut que vous ayez un peu de dignité. Il faut un peu de dignité. L'histoire du pass vaccinal, c'est un peu ça. C'est un peu indigne, quoi, de Mmh. donner ce truc, se faire scanner comme ça. Bon. Il y a quelque chose d'un peu indigne. Donc, il faut refuser les petites indignités. Et petit à petit, en refusant les petites indignités, on défend quelque chose qui est puissamment positif, quoi. Mmh. C'est-à-dire, on défend le résidu de tous ces systèmes qui est l'homme. C'est ça qui est tout à fait incroyable. Hein. Ouais,
Il est question de fierté, il est question de savoir quelle est la valeur des choses. Il est question aussi, je pense, de courage, d'horizon, parce que dans la dépolitisation, il y a aussi le fait d'être englué hein, dans le quotidien, dans le réel. Le choix d'Emmanuel Macron de revenir sur l'assurance chômage, sur le RSA, pour obliger hein, toujours à travailler, à avoir davantage de droits et moins de devoirs, c'est aussi quelque chose qui empêche l'humain d'avoir du temps, le temps de la réflexion, le temps pour soi, et faire de l'humain cet objet de productivité pris dans le travail à des fins de profit à court terme pour les rentiers. C'est ça le projet qu'il faut arrêter. Je ne vois pas d'autres solutions. Est-ce que les gens en sont conscients? Est-ce que, au-delà du cynisme-macronisme, il n'y a pas des gens qui sont heureux de ce projet de société finalement qui permet de mettre son cerveau de côté? Bah, je pense que de toute façon, la bataille sur les retraites, il faut la penser aussi comme ça. Il ne faut pas Mmh. simplement se dire, bon, on prend 2 ans ferme. Moi, je l'ai dit hier, hein, j'étais dans le Tarn. Mon grand-père a participé au DICOSA, c'est un centre aéré qui est du côté de Saïs. Il est parti à la retraite à 60 ans. Il avait une retraite qui lui permettait de faire des activités à côté. Ils Mmh. étaient 5-6. Aujourd'hui, bon, il n'en reste plus qu'un qui doit avoir 90 ans. Hein. Mon grand-père est décédé il y a une dizaine d'années. Et de sa retraite, il a fait ça. Il a fait ce centre aéré, cet immense étang qui est aujourd'hui un parc ornithologique. Il a commencé à faire ça. Et la retraite, c'est ça. C'est un temps libéré du travail salarié. C'est un temps où on fait plein de choses. Comment tourneraient les associations aujourd'hui sans Ouais. retraités? Je me souviens à Limoges, on avait fait un tournoi d'échecs. Il y avait des retraités qui encadraient un championnat de basket. Bon, avec plein de jeunes des quartiers autour de Limoges, c'était formidable. Mais vous enlevez ça, mais tout s'effondre en fait. Ils vont mettre quoi? Des CRS partout? Ils vont mettre des CRS pour faire passer le bac, ils vont mettre des CRS dans le Tarn pour abattre des arbres. Alors je sais pas, ils vont peut-être régler le problème de l'emploi avec des CRS, mais enfin, leur modèle est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mmh. Après, sur l'acceptation du modèle, je pense qu'on accepte un modèle faute de mieux. Mmh. C'est-à-dire, c'est aussi à nous de présenter quelque chose de désirable. Et c'est pour ça que je crois beaucoup aux initiatives où il faut se rencontrer, il faut créer du commun. Ça, c'est très important. Simone Veil disait la grève produit de la joie. Voilà, ça, c'est très important, cette question-là. Mmh. Euh, se retrouver, manifester, réfléchir ensemble, ça, c'est quelque chose de puissamment positif. Parce que moi, je le vois dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de dépression. Enfin, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup de lassitude, de mal-être. Enfin, c'est assez catastrophique quand même ce qu'on vit. Et ça, il faut absolument sortir de ça. Et il faut quand Mmh. même que les acteurs, que les travailleurs se disent, je veux pas ça. Enfin, je veux pas ce type de désir. Je veux pas ce type de vie. Donc Mmh. là, je suis d'accord et je vous rejoins sur la question, à mon avis, anthropologique. Il faut arriver à associer à la question politique. Il faut arriver à penser ces deux choses-là en commun. Il y a aussi dans cet éveil, enfin dans cette prise de conscience, le rôle prépondérant de la pensée médiatique, de la création finalement du commun en disant vous avez le droit de penser de là à là. Je parlais des fact-checkers, mais ça va au-delà. Votre livre, vous le portez dès 2015, dès l'invention du Macron philosophe. C'est pas un livre qui a fait les unes. Si vous n'avez pas été invité sur les chaînes de blabla en continu, il y a quelque chose de l'ordre aussi du choix. Pasolini parlait du fascisme, hein, dans le choix des invités qui savent se taire. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème aussi de mur médiatique? Ah si, c'est un mur médiatique, mais quand on a, pour revenir sur ce livre qui a été publié en 2017, Mhm. donc aux éditions de l'Échappée, Cédric Biagini, qui est responsable de la maison d'édition, m'avait dit on va être écrasé par la pâte à papier. Et on avait senti de toute façon qu'on allait être écrasé. Alors Brice Couturier en particulier, là, qui nous vend maintenant la guerre, bon, le président philosophe, enfin, etc. Donc voilà, la seule émission à l'époque que j'avais eue, c'était sur France Culture, où Eugénie Bastier et Alexis Lacroix ont chroniqué mon livre. Alors il y avait Taguieff et il y avait mon livre, mais je n'étais pas invité pour me défendre. Et Mhm. Alexis Lacroix, d'ailleurs, de l'Express, je crois, avait dit, mais de toute façon, bon, c'est un livre intéressant, mais hors sol, et finalement, Bernard est un brun rouge. Enfin bref, il m'avait étiqueté là-dedans, quoi. Il m'avait Mhm. étiqueté là-dedans. Et parce que le problème, c'est que ce livre, il n'avait pas, peut-être que l'espace se dégage, mais il n'avait pas d'espace. Il n'avait pas d'espace. C'est-à-dire que réfléchir au vide macroniste, au vide répressif, à cette transformation néolibérale, à la connivence, parce qu'en fait, je les vise aussi, parce qu'ils se sont sentis visés, puisqu'ils soutenaient Macron. Donc Mhm. forcément, enfin, à un moment donné, voilà, c'est ce que j'avais repris cette phrase
récemment avec André Berkov de cette phrase de Karl Kraus, hein, je la redonne, et même si je n'ai rien fait d'autre chaque jour que recopier ou transcrire textuellement ce qu'ils font et disent, ils me traitent de détracteur. C'est-à-dire que lorsque vous faites un livre où vous citez ces gens, vous montrez la connivence à la fois intellectuelle, médiatique, les sphères de pouvoir, enfin, Ricoeur, l'histoire de Ricoeur et de Macron, c'est une sombre C'est une farce. blague, oui. C'est une Il blague. faisait des Quand on a fait de la photocopies, hein, c'est philosophie à ça. Ouais, l'université, ouais. c'est terrible, quoi. Il a été cité dans une bibliographie en 2000 à la fin d'un ouvrage sur la mémoire et on voit le nom d'Emmanuel Macron. J'ai le bouquin d'ailleurs, hein, donc c'est à la fin. Et on nous dit Macron, un philosophe en politique, etc. C'est un montage incroyable. Donc ces gens font la promotion du Mais, faux. La fausseté fait partie de leur dispositif. Mais ça, ouais. ils peuvent pas l'entendre. Ça, ils peuvent Hmm. pas l'entendre. Donc, ils sont obligés d'étiqueter, soit extrême gauche, soit extrême droite, ou je sais pas quoi, brun Soit les rouge, deux. ou je ne sais quoi, soit les deux, soit zadistes, éco-terroristes, ce qu'on veut. Hmm. Et ils vous mettent l'étiquette, un peu comme dans l'île au trésor de Stevenson, hein, c'est la marque noire. Hmm. Et puis, une fois que vous êtes là, vous êtes cornérisé, quoi. C'est la place Hmm. du mort, hein. Alors, bah, c'est pour ça qu'on avait parlé de ce livre déjà à l'époque au Monde Moderne et qu'on est très heureux de vous recevoir à nouveau et qu'on fait ce travail-là. Je pense que c'est important d'avoir cet espace de liberté d'expression, de continuer de faire ça, d'essayer de grandir l'audience. On est très loin évidemment des 7 millions d'auditeurs de France Inter, mais il y a quelque chose qui se passe et je pense que c'est dans l'intérêt général d'avoir des médias indépendants, des médias alternatifs qui vont donner cette parole, cette prise de conscience malgré les étiquettes qu'on va pouvoir nous accoler pour faire taire finalement, ou du moins éteindre le feu de cette réflexion-là. Dans la au-delà du mur médiatique, il y a aussi le danger, le risque ou la réalité d'un abrutissement général avec une éducation nationale qui est devenue finalement une formatation nationale pour être sûr d'avoir de bons petits soldats du capital. Vous êtes professeur de philosophie. La philosophie a été quand même très malmenée, notamment par les réformes du bac Blanquer. C'est la première année où cette réforme est vraiment à plein pot. Comment ça se passe dans les écoles? Comment ça se passe dans les établissements aujourd'hui? Quels sont les dégâts qui ont été faits par la mandature Blanquer? Bon, d'abord, les dégâts de la mandature Blanquer, c'est la peur à tous les étages, quoi. C'est-à-dire qu'on a, pour la première fois, moi, ça faisait 22 ans, on a vu qu'une administration pouvait se retourner contre des fonctionnaires qui avaient des états de service irréprochables, Mhm. qui n'avaient jamais, voilà, fait parler d'eux, et que cette répression était ultra violente, et peu importe les états de service, hein. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La première chose, c'est que nous sommes vus et je le sais même de l'intérieur, je ne peux pas en dire plus que ça, mais comme des ennemis de l'intérieur, hein, y Mhm. compris au niveau de l'inspection générale. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même très dur. Ça, c'est très dur quand on est engagé, quand on aime son métier, qu'on est attaché à l'enseignement, à la fonction publique d'éducation, à l'instruction publique, de voir finalement à quel point nos pères ont pu, pour des raisons à la fois de confort social, de raisons sociales, d'inertie et voire de bêtises, viser des professeurs qui étaient engagés pour la défense justement de l'éducation nationale, quitte à perdre des jours et des jours, voire des semaines de salaire et à prendre des risques pour leur métier. Ça c'est le premier, je dirais, le premier point de Blanquer. Le deuxième point de Blanquer, c'est le triomphe des écoles de commerce et des petites écoles de commerce, on va dire, et du blabla sur la formation disciplinaire. En 2003, lorsqu'on avait résisté au programme Renault, qui introduisait des éléments d'histoire de la philosophie un petit peu contre nos programmes notionnels qui nous laissent quand même une marge de manœuvre pour réfléchir, il y avait eu une grande réconciliation. Il y avait Fichant, qui est un universitaire qui était très engagé sur ces questions et qui défendait les contenus disciplinaires. Aujourd'hui, on a Mathieu qui, lui, vient de la communication. Hein, Cyril Delay, c'est le blabla, c'est les écoles, c'est l'éloquence, etc. Et c'est eux qui ont pris réellement le pouvoir, en fait. C'est pour ça que j'en veux énormément au corps d'inspection, à un certain niveau, parce qu'ils ont fait le jeu des communicants du Nouveau Monde. Alors, ils se sont fait doubler et trahir en partie, mais il y a eu un changement, quoi. On est passé, en gros, du modèle universitaire au modèle Sciences Po tout azimut, voire école de com. Bon, alors la troisième chose, c'est que moi, par exemple, en tant que professeur de philosophie en terminale, l'année est terminée. L'année est terminée. Là, moi, j'ai repris mes élèves aujourd'hui. Bon, ils ont 80% des notes du bac, Parcoursup est passé, il reste une épreuve grand oral qui n'a rien de grand, hein, c'est un petit oral de 20 minutes qui est surnoté, et puis ensuite on a l'épreuve terminale de philosophie qui à terme disparaîtra.
D'ailleurs, l'inspection qui s'est fait avoir, en quelque sorte, est en train de se dire que probablement qu'il faut, voilà, il va falloir réfléchir à ça, quoi. Est-ce qu'on peut conserver cette épreuve? Enfin, c'est terrible, quoi. Donc c'est une fin d'année un peu catastrophique, qui est nulle du point de vue de la formation disciplinaire, parce que le grand oral ne forme à rien, et on a acheté la paix sociale en mettant des bonnes notes. Bon, voilà. Donc non, c'est tout à fait catastrophique, hein. Pour moi, c'est catastrophique. Il faudrait reprendre toute la copie. Bon, mais pour ça, il faut reprendre le pouvoir. Oui, alors, et la philosophie, en l'occurrence, est-ce que c'est pas justement un choix de s'aborder cette matière, qui est déjà réduite à peau de chagrin en terminale, parce que ce serait la matière la plus dangereuse, finalement, où on prend le temps de réfléchir à ce qu'est l'humain, à ce qu'est la société, aux grands concepts qui font peur à ces managers et à ces consultants de cabinets de conseil? Il suffit. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans un discours du complot, contrairement à ce que pensent mes détracteurs. Par contre, je crois à la conspiration, c'est-à-dire aux intérêts bien compris. Hmm. Euh, on n'a pas intérêt, voilà, on n'a pas intérêt, on va dire, dans le modèle qui est le nôtre, de favoriser l'esprit critique. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai tout de suite compris que si je voulais réellement faire de la philosophie, nécessairement, j'allais poser des questions qui allaient et être, comment dire, dérangeantes euh, pour le pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas. Alors, ça a toujours été, au fond, Hegel le disait, hein, on tolère le philosophe un peu comme les prostituées, hein, c'est pas de moi, c'est de Hegel. Donc, il y a toujours eu cette marginalité, mais elle était tolérée, elle était acceptée. Pourquoi? Parce que le pouvoir, au fond, se sentait beaucoup plus légitime. Voilà. La fragilisation de la légitimité du pouvoir a fait que les intellectuels critiques se sont trouvés visés. Ça, c'est la première chose. Deux, la formation du modèle. Moi, je l'ai vu dans les manuels scolaires. J'ai des manuels des années 80, alors fin des années 70, début des années 80, où il y a énormément de textes très variés, très très variés. On peut passer de Peggy à Lénine, quoi. Hein, voilà, moi j'ai des manuels de philosophie où on passe, voilà, on a des extraits de Maurras parce que ça fait partie de l'histoire intellectuelle. On a du Céline, on a du Gramsci, on a du Louis Salamoles. Enfin, une diversité critique extraordinaire. Ça a Hmm. été complètement réduit au nom justement de ce que Gaucher a pu appeler la, la, la politique ou la non-politique des droits de l'homme, quoi. C'est-à-dire une version extrêmement limitative de la démocratie, soluble dans le libéralisme, une sorte d'accompagnement en quelque sorte du libéralisme, où les critiques finalement permettent de faire une sorte de petit pluralisme. Hein, on distingue, voilà, on fait du petit pluralisme, mais on ne remet absolument pas en question l'existant et les modèles existants, quoi. On l'a vu Hmm. dans l'appauvrissement des manuels, dans l'appauvrissement des contenus. On a dû se battre pour arriver à sauver quand même le travail et l'inconscient, deux notions critiques, évidemment, Marx et Freud, on peut dire. Hein. On s'est battu, on a dû faire un peu de mousse médiatique pour arriver à sauver ces deux notions. Enfin, voilà où on en est. Je veux dire, bon, on est clairement, oui, on est clairement identifié. Puis sur la rétention d'ailleurs, enfin sur la grève, en 2019, il y avait quand même 700 professeurs de philosophie. Donc, bon, Hmm. ils voient bien à peu près où se situent les poches de résistance. Hein. Bah, c'est aussi Juste une, ouais, le principe de la novlangue, hein, qui fait que de toute façon les mots n'ont plus aucun sens, hein. Emmanuel Macron ne parle pas, en fait, il articule des mots, il les met les uns après les autres dans une logorée qui ne veut rien dire. Il n'y a pas non plus d'engagement réel, il n'y a pas de valeur à sa parole. Justement, revenir sur le travail, par exemple, c'est la valeur, hein. Je rappelle la devise, hein, qui a été lâchée lundi dernier lors de son discours, c'était travail, ordre et progrès. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois thèmes mis en avant par Emmanuel Macron? travail, ordre et progrès. Alors d'abord, comme dirait Coluche, hein, le monde appartient à ceux qui ont un ouvrier qui se lève tôt. Bon, C'est ça. je crois que là, on en est toujours là. Donc travail, qui travaille? Moi, je suis désolé, mais quand un ami de Monsieur Blanquer prend 1 200 € d'argent public pour faire 1 heure de formation au grand oral dans l'académie de Dijon, ça, c'est pas du travail. Bon, donc déjà, travail, non. L'ordre, c'est quand même une certaine légitimité. Hein, Hmm. moi, je vois pas l'ordre lorsqu'on a besoin dans le Tarn de 100 CRS pour couper 3 platanes. Je veux dire, ça, c'est pas l'ordre, ça, c'est n'importe quoi. C'est leur ordre. C'est des ordres. Oui, ça, on a des ordres. Le troisième m'échappe, Progrès, rappelez-le-moi, progrès. parce il est tous aussi bon. Il est Voilà, formidable, ouais. alors le progrès, c'est formidable, ça. Le progrès, c'est là. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais écrit Vuréac. Hein. Parce que d'ailleurs, il n'y a plus de progrès, il y a une variable complètement autonome qui est la croissance. Et puis le progrès, c'est là, c'est le vide, quoi. Le progrès de quoi?
Mmh. Est-ce que former au blabla avec le grand oral, c'est un progrès? Il faut y Mmh. réfléchir 2 minutes, quoi. Mmh. Donc ça, c'est un mot aussi fourre-tout qui ne veut rien dire. Mmh. Et vous, votre engagement, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Est-ce qu'il y a un devoir de réserve? Est-ce qu'on vous montre du doigt comme étant un professeur qui ose parler, qui prend la parole en public? Comment ça se passe au quotidien, quand on fait ce choix-là, en fait? Bah, il y a 2 choses à tenir. D'abord, moi, je fais mon travail, c'est-à-dire que je suis, au travail. Voilà, je suis fonctionnaire de l'État français, j'ai des très bons rapports avec ma direction. J'ai des bons rapports avec l'inspection, en tout cas régionale. Je fais mon travail et je suis, irréprochable, de ce côté-là. En tout cas, j'essaie de faire les choses le mieux possible. Et donc, bah, c'est très difficile, hein. C'est très difficile lorsque vous avez quand même une certaine probité, une certaine quand même exigence dans le travail, que vous faites votre métier, de venir vous chercher. Après, je sais qu'on est observé et je sais qu'on ne nous laissera rien passer. Ça Mmh. c'est sûr. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où ils sont fragiles, c'est qu'à l'intérieur de l'institution, hem, on a des soutiens. Voilà, on n'est pas isolé en fait, on a des soutiens. Euh, L'inspection sait très bien qu'elle est en train d'être complètement cornérisée aussi. Vous comprenez? Lorsqu'on passe directement par du rectorat qui donne des ordres venant directement du ministère, tous les corps intermédiaires sont niés. Mmh. Alors, c'est vrai que, bon, je dirais la base sociale est un peu sous le feu, mais à l'intérieur de cette république que je voudrais sociale et démocratique, il y a, il y a des hommes et des femmes qui sont attachés aux institutions, à la qualité du travail et qui voient bien ce qui se passe. Ils le voient bien. Mmh. Après, bon, on aimerait qu'ils agissent un peu plus, quoi, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la question du courage. Mais vous savez, plus on monte dans la hiérarchie, on va dire, de l'institution publique, plus on a affaire, là encore, à une bourgeoisie installée et qui sait très bien que voilà, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle pour finir une carrière confortable dans l'éducation nationale, quoi. Ouais, Bon, comme dans la confortable, justice relativement et confortable. tous les corps installés. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des fissures de ce bloc bourgeois? Je pense à cette scène dans le théâtre à Bordeaux, où vous étiez sur scène, hein, et où la salle Oui. était d'accord avec les revendications pour dire il faut manifester, on n'en veut pas de ce passage en force. Et il y avait un vieux macroniste au loin disant taisez-vous, mais ne nous emmerdez pas, et tout le monde lui a dit ferme ta gueule. Est-ce qu'il n'y a pas là, y compris lors des moments voilà, de loisirs de la bourgeoisie, des fissures qui se font jour et des gens qui se rendent compte que finalement, c'est aller contre leurs intérêts que de suivre l'ultra-violent Macron et le manager néolibéral qui ne les respecte pas de toute façon dans sa façon de faire. Alors, à Bordeaux, ça a été violent quand même, hein. C'était Mmh. partagé. Il y avait à la fois du soutien et de la critique. C'est très, très partagé. Le problème, c'est qu'on met les pieds dans le plat. Bon, on met les pieds dans le plat et forcément, on dérange. Donc, on oblige cette bourgeoisie à prendre position. C'est-à-dire qu'en fait, on la pousse à se dévoiler. Elle ne peut pas passer devant le grand théâtre, ne pas prendre le prospectus et avec un petit sourire narquois dire de toute façon la réforme va passer. Mmh. Parce que là, on met les pieds, on va dans l'espace. À Mmh. partir de là, il faut se positionner. Et c'est là où justement, à mon avis, on retrouve cette solidarité, je dirais, idéologique de fond entre une petite bourgeoisie culturelle qui se croit, hein, ma grand-mère disait souvent qui se croit, mais en fait qui sera tout aussi trahi, parce que Mmh. Macron, c'est 1%, hein, c'est 2%, c'est pas l'ensemble, hein, pas du tout. Mmh. Voilà. Moi, je l'ai vu chez les professeurs, 50% des agrégés ont voté Macron en 2017. Bon, 50% des agrégés ont voté Macron en 2017, au premier tour. C'est énorme, en fait. Énorme. Donc, ça montre qu'il y a quand même une incompréhension. Et moi, d'ailleurs, je passais avec mon livre pour un uluberlu. Il me dit, mais pourquoi tu tapes sur Macron? Il y a d'autres priorités. Il y a le Front National, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'est pas si mauvais. Puis, il a fait de la philosophie. Bon, bref, c'est pas si mauvais. Donc, il y a une vraie incompréhension politique et une forme de solidarité implicite en se disant qu'on va en être encore. Mais le problème, c'est qu'ils n'en sont plus. Mmh. Et juste un exemple qui est très intéressant. Lors de la grève, les différentes grèves contre la contre-réforme sociale des retraites, au lycée Montaigne à Bordeaux, il n'y avait pas de grève. Il n'y avait pas de grévistes. Vous voyez? Mais pourtant, ils ont le même salaire. Euh, ils ont des grilles indiciaires, je dirais, qui sont les mêmes d'un lycée à l'autre. C'est pas parce que vous êtes à Montaigne que vous gagnez plus. Pourtant, il y avait 5 démissionnaires. Ça, on le sait de l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'on est à Montaigne, avec un certain type de direction, on a un certain ethos.
et il est malvenu de faire grève. Ouais. C'est un peu, voilà, c'est un peu être un perdant, un has-been. Enfin bref, c'est très très intéressant d'observer ça. Parce que vous voyez, ça c'est pas lié au salaire à la fin du mois, puisqu'on gagne Mhm. la même chose. Ah, Mais parce qu'on est dans tel lycée bourgeois, on ne fait pas. Alors parce qu'il y a la pression des parents, parce qu'il y a la pression de l'administration, parce qu'il n'y a pas non plus tout à fait les mêmes proviseurs adjoints, c'est pas tout à fait les mêmes profils, vous voyez. C'est des petites nuances. Et ces petites nuances font que ça s'oriente dans un sens. Et mhm. évidemment, les macronistes ou Macron, enfin, c'est très bien joué de ça, quoi, bien sûr. Et ils flattent un petit peu ce public-là. Alors, on a fait le tour hein, rapide mais nécessaire de la contestation, ces fameuses intervilles d'Uzbel où les casseroles sonnent dès que les ministres arrivent. Il y a la question, bien sûr, de la construction, de la proposition, qui va prendre du temps, évidemment. Quelles pourraient être les prochaines étapes dans cette lutte pour éviter la suite du projet néolibéral porté par Emmanuel Macron? Moi, je pense qu'il faut élargir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le maximum de Français qui comprennent qu'il n'y a pas d'issue. Mhm. Voilà, il n'y a pas d'issue. Et quand on comprend qu'il n'y a pas d'issue, on se positionne un peu différemment hein, par rapport au rapport de force. J'ai eu il y a une intervention hier avec Christophe Cassou du GIEC, une juriste donc à Saïs. Hein, on a fait une table ronde autour donc, du projet contre le projet de la 69. Et après l'intervention, où on parlait un peu des mêmes sujets, hein, du militantisme, de la construction de la légitimité, il y a un homme qui est venu me voir qui me dit mais quand même votre discours c'est un peu eux et nous quoi, eux et nous. Il faut quand même avoir un discours de solidarité, etc. Bon, je crois que alors il y a aussi une question à mon avis générationnelle, mais ce qui est très difficile à comprendre et ce qu'on ne voit pas toujours, c'est le niveau du rapport de force. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, eux, sont dans le rapport de force. Ouais. Lorsqu'on vous dit au rectorat ou ailleurs, on vous connaît, vous êtes une petite minorité activiste, mais 90% soutien, voilà, euh, ils sont là-dedans. Prouvez-nous en fait que vous êtes plus que ça et pas tout le temps les mêmes. Donc c'est là qu'il y a un vrai travail de construction et là pour le coup c'est un vrai travail politique. Parce Mhm. que si vous voulez arriver à ça, il faut absolument arriver à fédérer des sensibilités, des niveaux d'engagement et de militantisme qui ne sont pas exactement évidemment les mêmes avec de l'intergénérationnel. Hein, hier, dans le Tarn, il y avait des jeunes qui étaient très actifs, hein, qui sont dans l'action, on va dire, à tous les sens du terme, et puis des paysans retraités qui n'avaient pas du tout la même représentation du monde, mais ils étaient autour de la Mhm. table, autour des communs, autour de ce qu'on défend. Et c'est là qu'on manque de politique. Moi, je suis quand même très critique de certains politiques, y compris dans le camp de l'opposition, qui sont un peu timorés et qui sont, j'ai envie de dire, ils essaient d'éviter les gouttes, quoi. Voilà, ils se disent, je vais me positionner un petit peu de trois quarts, un petit peu de profil, je fais piscine, je fais ceci, je fais cela, et je m'engage pas complètement. Je pense que cette logique-là perdra. Ouais. Elle perdra parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Il Ouais. faut qu'on parle de la souveraineté, il faut qu'on parle de l'Europe, il faut qu'on parle de la nation, il faut qu'on parle de l'intérêt commun, il faut qu'on parle de tout ce dont on ne parle jamais, finalement, dans nos luttes. On ne peut pas avoir d'un côté des militants qui prennent des coups sur le terrain et des politiques qui, au fond, gèrent une défaite programmée. Bon. Oui, c'est ça. Je parle de peuple féroce, c'est l'idée bien sûr de la détermination, l'idée du nombre aussi, puisqu'il compte effectivement. C'est pour ça que l'audience, c'est important. Donc partagez cet entretien s'il vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne du Monde Moderne, parlez-en autour de vous, parce que voilà, cet univers médiatique, on a affaire à des Goliaths, et c'est très difficile d'être le petit ruisseau qui permet de penser autrement et de voir ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que ça commence à avancer, une certaine intelligentsia aussi se rend compte du néant qu'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des dernières prises de position de Pierre Rosanvallon et de certains soutiens de la première heure dans l'intelligentsia parisienne qui commence à voir le danger qu'est réellement Emmanuel Macron? Alors, Pierre Rosanvallon, je connais, hein, je l'ai lu, évidemment. C'est tardif. C'est quand Mmh. même très tardif. On ne va pas non plus cracher dans la soupe. Moi, je trouve que ce qu'il a proposé en termes d'analyse me va. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que je trouve, et c'est pas
moi, je suis pas dans la position de me dire mon livre n'a pas été cité ou quoi que ce soit, mais c'est anormal en fait que 6 ans après, en voyant tout ce qui s'est passé, il n'y ait pas la moindre citation de travaux qui ont été faits il y a 6 ans et qui pointent déjà ce problème-là. Il n'y a aucun retour. Et si Pierre Rosanvallon est véritablement honnête, et pourquoi pas, hein, bien il faut qu'il fasse retour sur tout ça. Hein. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de regarder quels sont ceux qui ont tenu depuis le début et depuis un moment maintenant un discours cohérent. Voilà. Et pas simplement un petit aggiornamento en se disant on va réorienter, on va peut-être aller du côté de Berger ou je ne sais quoi. Voilà, en faisant ce petit écart, ce petit réajustement. Non, non, on ne veut pas un petit réajustement. On veut une reprise à plat et un retour sur tout ce qui a été fait, en fait. Voilà. On veut comprendre pourquoi des intellectuels ont justifié qu'il y ait des CRS dans des établissements scolaires. On veut comprendre pourquoi des intellectuels se sont assis à la table de Macron lors du grand débat en volant la parole populaire, en faisant des rondes serviettes. Hein, et maintenant, alors là, ça y est, on a compris, Macron, c'est le vide. Non, non, il faut revenir sur tout ça. Et là, il faut que tout le monde soit très honnête. Et ça demande quand même du courage. J'espère que Pierre Rosanvallon a ce courage. On verra, c'est difficile hein, dans une société de cours où la courtisanerie coûte cher et fait les carrières. C'est tout le problème de cette république monarchique. On parlait tout à l'heure de république sociale. Vous faites toujours hein, la différence entre la république bourgeoise et la république sociale. C'est quoi la différence et pourquoi il ne faut pas se tromper de république quand Emmanuel Macron parle des CRS qui sont hein, la colonne vertébrale de la république? C'est pas ça, la république, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que la république sociale? Alors la République sociale, c'est au fond ce qui a été la logique même de la Révolution française. Alors évidemment, on nous dit souvent, oui, mais la République a toujours été bourgeoise. Alors oui, oui, il est certain que la bourgeoisie a toujours su tirer profit des institutions républicaines. Sauf que il y a une force dans la République qui est une force révolutionnaire parce qu'elle vise le commun. C'était vrai en 1848, il y avait deux républiques. Il y avait la République, je dirais, bourgeoise et la République. Alors, le problème, c'est que cette République sociale, quand elle est trahie, elle prend le drapeau rouge. Hmm. Voilà. La vraie question, c'est de savoir si on peut tenir à la fois des institutions publiques sans, comment dire, quitter ce qui pour moi est fondamental, c'est-à-dire c'est notre histoire nationale. Moi, je suis très attaché à notre histoire nationale, qui est une histoire révolutionnaire. Et Hmm. parler de la République sociale, c'est en France ne pas quitter notre histoire révolutionnaire. Voilà. Et d'ailleurs, Zemmour s'était pas trompé. Hein, lorsque Zemmour disait, au fond, moi je suis anti-républicain, bon, il est très clair là-dessus, mais ce qu'il vise, c'est pas la République bourgeoise. C'est qu'il sait que dans la défense de la Respublica, il y a une force nationale, d'ailleurs, souveraine, qui remet en question les privilèges d'une certaine bourgeoisie. Quoi. Hmm. Et bon, et ça c'est notre histoire. Il suffit de regarder les textes de 1848 de la Commune. Absolument. La Commune de Paris. Et je rappelle votre livre Le néant et le politique, critique de l'avènement Macron. Merci beaucoup, Harold Bernat, pour ces quelques éclaircissements sur le moment que nous vivons. Et puis, on va continuer de suivre, hein, bien sûr, les mobilisations à Bordeaux et ailleurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au Monde Moderne. Merci Alexis Poulain, c'est moi, évidemment.